kissed you for a while. I looked to see a frown but saw a smile. Was it I that made you fall in love? Tu te souviens comment c'était avant? Ouais, c'était tout sableux, il y avait rien et c'était tout moche. Il y avait un grand mur et tout sombre et on voyait rien. C'est super parce qu'on peut courir et on peut respirer parce qu'avant on jouait sur les rues et on n'avait pas de jardin assez propre alors qu'ici c'est grand et on peut accueillir beaucoup de monde. Cette histoire elle a commencé il y a longtemps. Ce que beaucoup de gens du quartier ne savent pas, c'est que l'aventure a commencé, pour moi personnellement, il y a une douzaine d'années, puisque, habitant face au site, je me suis interrogé d'abord personnellement à l'avenir du quartier, de ce que devait devenir cette fameuse friche ferroviaire, etc. La promesse, effectivement, c'est un peu là que je suis arrivé avec mon petit appareil photo et j'ai vu qu'il y avait une agitation dans le quartier. Monsieur Vaillant faisait sa campagne électorale et a planté symboliquement le premier arbre du jardin des Halles. Une histoire toute simple, vous savez, un député, ça se promène dans sa circonscription. Et rue Riquet, sur le pont, j'étais sur les voies de chemin de fer là, du réseau Est, puis je voyais cette série de halles de la ZAC Pajol là, qui était désaffectée, il n'y avait plus rien. Et puis de l'autre côté, un terrain, le cours du Maroc, avec de l'herbe sauvage, des vieux bidons, là aussi complètement désaffectés. Je me dis, mais c'est bien sûr, il faudrait proposer un grand espace vert. Ce serait quand même un poumon pour ces habitants qui, à part le train, réseau Nord, le train, réseau Est, et des bâtiments, ils n'ont rien. J'étais même venu avec Ségolène Royal planter 3 arbustes pour dire, voilà, ces jardins, ils seront là un jour. C'est en 95, quand j'ai été élu maire, que j'ai relancé l'idée des jardins des Halles. Sans succès auprès de M. Tibéri, puisque le projet initial de la ville, c'était d'y faire une ZAC avec des logements. Ça a été une période frustrante. Je me suis dit, à partir du moment où j'étais maire ici, j'ai dit non, on va y arriver à faire ces jardins. Et pendant 2 ans, tant que je n'ai pas été ministre, c'était difficile de bouger. Le chantier EOL, c'était la base chantier de la construction de la ligne E du RER. Et j'ai interrogé les directeurs de la SNCF à savoir quel était l'avenir du site après le départ de ce fameux chantier EOL. Ils m'ont dit clairement, après le départ du chantier EOL, ce sera la gare de marchandises comme avant, pour l'entreprise de transport de boissons qui était là avant, qui a dû partir et qui va revenir. J'ai dit pardon. C'est là qu'on s'est posé beaucoup de questions, qu'on s'est dit que si on n'y arrive pas tout seul, il faut effectivement se regrouper, faire un collectif, faire une association. La première lettre que nous avons envoyée donc, aux élus locaux, à M. Vaillant, M. Daniel Vaillant et notre maire, M. Roger Madec, puisque notre association est située sur le 19e arrondissement. Le site lui-même se situe sur le 18e. C'est là qu'effectivement, petit à petit, on s'est intéressé à nos questionnements et qu'on a obtenu les premiers rendez-vous pour obtenir des réponses plus précises. Vous allez voir la SNCF, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que le terrain n'est pas à vendre. Après, ils réfléchissent, ils peuvent céder un petit bout de terrain, mais que la vocation initiale, c'est d'avoir du frais de son secteur. On ne voit pas pourquoi on ferait un jardin, et que ces idées de jardin, c'est des idées de petits bourgeois, et ainsi de suite, quoi. Ça n'a pas été simple. Hein. J'ai assisté à des réunions. Il se trouve qu'après la période en 97, Daniel Vaillant s'est retrouvé ministre. Ça a ouvert un peu des portes. Et je me souviens des réunions qu'on a eues avec la SNCF à la préfecture. C'était pas évident. Hein. Tous les technos de la Terre nous expliquaient que c'était pas possible. C'était une hérésie, quoi. Ce terrain avait une meilleure vocation qu'à être un jardin. La SNCF a donc fait un projet à la ville sur laquelle elle intégrait un tout petit jardin de quelques mètres carrés, 3000 mètres carrés, un peu 3085 mètres carrés très exactement, aux côtés d'une gare de marchandises.
À la toute première manifestation, on était bien une trentaine. Hein. On a confectionné les affiches dans la nuit en A3. Ça a démarré au quart de tour. Hein. Le salon ici, c'était le QG. La table de l'association, elle est toujours là. Hein. On était gonflés, hein, à bloc. On s'est dit, on ne va pas continuer à manifester comme ça tout seul dans notre coin à 30 personnes. Il faut que ce projet soit connu plus largement, quoi. Donc plus largement dans la population, plus largement dans le quartier. Et l'idée qui nous est arrivée en premier, c'était de faire des fêtes. Nous invitions bien sûr tous les élus le plus largement possible. Et nous demandions aux habitants d'aller directement vers les élus et leur dire bah oui, monsieur le maire, ils ont raison, hein, c'est un grand jardin qu'il nous faut. Pour gagner du terrain, pour gagner du jardin, nous poursuivions nos manifestations festives à raison de 2 par an, une au printemps et une en automne. Et nous nous apercevions que de manifestation festive en manifestation festive, les petits 3000 mètres carrés du début, la première manifestation festive que nous avions dû faire devant la grille de la Cour du Maroc est devenue 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés, non, c'est pas ça que nous demandions, c'est 40 000. Donc printemps suivant, 6 mois après, manifestation festive. Oui, bon, on a vu, on peut l'agrandir un petit peu, on peut aller à 10 000 mètres carrés. Non, nous, 10 000 mètres carrés, non, c'est pas bon. Il y avait eu un projet, une promesse, appelez ça comme vous voulez, mais c'était sur toute l'emprise qu'il devait y avoir un jardin, qu'il faut faire un jardin. Le constat est évident. Les enfants jouent dans la rue. Les Tours de Flandre, où il y a 8000 personnes qui habitent, sont à 2 pas. Il faut un jardin dans ce quartier. Nous avons créé l'association Garot-Pollution en 1996, suite au regroupement de plusieurs riverains qui trouvaient que les pollutions des diesels SNCF étaient une catastrophe dans le quartier. On avait 40 motrices qui chauffaient environ 2 heures par jour. Donc c'est des pollutions énormes. Au démarrage de l'association, c'était une personne qui habitait le quartier, qui était président. Mais il était asthmatique et on avait tellement de pollution qu'il a déménagé. Voilà, et donc il a bien fallu que quelqu'un reprenne, j'ai repris. Moi personnellement, j'étais très révolté, oui, contre une situation qui perdurait. Aucune administration ne voulait reconnaître la pollution. J'étais révolté d'autant plus que c'était constatable par tout le monde et qu'on me dise que ça ne polluait pas. Il suffit, vous voyez, quand on prenait des photos, on me disait non, ça ne pollue pas, alors que là c'est juste à côté d'une école et quand j'allais dans la cour dans le préau de l'école, ça infestait le gasoil. Donc on peut pas. Quand on voit ça, les gens ne doivent pas pouvoir nous dire on ne pollue pas. On doit dire oui, nous polluons et nous allons faire tout ce qu'il faut pour essayer de réduire. Voilà. Et Daniel Keller était un des rouages principaux de notre association Garot-Pollution. On était en corrélation entre les jardins des Halles et Garot-Pollution très, très liés. Et puis vient 97. Je deviens ministre des Relations avec le Parlement. Alors là, j'ai dit, il faut bouger. Donc avec Jean-Claude Guessot, qui était à l'époque ministre des Transports, monsieur Duport, qui est devenu ensuite préfet de région, là, on a commencé à bouger. J'ai vu Louis Gallois, président de la SNCF,
Et là, l'idée que la SNCF et RFF vendent les terrains à la ville a fait son chemin. Encore fallait-il que Jean Tibéri accepte de les acheter. C'était la période de la cohabitation, en fait, entre 97 et 2002. Et, eh bien, écoutez, entre 97 et 2000, alors que l'État, la préfecture de région, puis après, le Conseil régional d'Île-de-France, puisqu'on a gagné les élections régionales en 98, était partie prenante, en fait, de ce dossier, voulait le faire avancer. Ben, on s'est heurté, si vous voulez, à, je dirais pas un veto, mais à une très très mauvaise volonté de la municipalité de Paris, et on n'y est pas arrivé. La SNCF a fait quelques bêtises, en fait, mais qui nous ont servi. Il y a eu un dépôt de déchets toxiques et on a alerté les autorités jusqu'au ministère de l'Environnement. Et à ce moment-là, sont arrivés sur le site des dizaines de médias, 6 caméras ici même, hein, on avait une caméra à chaque fenêtre, et les gens découvraient l'intérieur de la Cour du Maroc. C'était génial pour nous. Et le soir, toutes les télés en parlaient, tous les journaux en parlaient. Évidemment, je pense que ça a contribué à, disons, à nous aider beaucoup, oui, c'est sûr, hein, au niveau des jardins des Halles, au niveau de Gare Pollution, parce que la SNCF s'est retrouvée accusée de laisser faire quelque chose d'inacceptable. En plus des pollutions, il venait les fûts toxiques, donc là, ça devenait quelque chose de catastrophique. Monsieur Tibéri nous a fait des projets un petit peu plus cadrés et nous a proposé un jardin de 30 000 m², ce qui était pas mal quand même. À partir des 3 000, on arrive à 30 000, mais aux côtés de la construction d'un entrepôt pour le transporteur de boissons. Un entrepôt qui faisait quand même 8 000 m² dans un jardin. Donc nous l'avons refusé. Ils ont fait cette proposition, elle a été refusée. Il y avait une activité qui induisait toute une série de nuisances, non seulement en fait par les locomotives diesel qui alimentaient le site, mais en même temps par le bruit, puisque dès à peu près 5h, 6h du matin, si vous voulez, il y avait des chargements de bouteilles. Donc, si vous voulez, quand vous manipulez des bouteilles à 5h du matin, ben, ça fait du bruit. Voilà. Et la SNCF et RFF avaient un projet qui défendait mordicus, d'ailleurs, d'extension de cette entreprise sur ce terrain-là. Et donc, pendant tout un moment, pendant des mois, la discussion a porté sur quelle est la part qu'on réserve au jardin et au parc, et quelle est la part que l'on réserve à l'extension de cette entreprise. La société Tafanel, c'est une société de distribution des boissons qui est ravitaillée par des locotracteurs SNCF, et cette société a plus de 100 camions. Ces 100 camions, tous les matins, fument à partir de 5h30, 6h, commencent à tourner, à préchauffer sous les fenêtres des gens. Et nous, ce qu'on demande, c'est que cette société parte ailleurs, sur des sites mieux appropriés. Et la SNCF nous dit, il faut amener au cœur des villes la distribution des boissons, des aliments. Et on est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que cette société n'a plus lieu d'être dans ce secteur, puisque elle ressort à peu près 90% de ce qui arrive dans notre secteur repart vers la banlieue et la province. Si vous voulez, au début, quand on rencontre quelqu'un comme Keller, lui, il vous dit qu'il faut que Tafanel s'en aille. Bon. Moi, au départ, je me dis pas, Tafanel va partir comme ça. Il faut que je trouve les conditions idéales pour que Tafanel accepte de partir. Pour moi, l'urbanisme, ça ne se fait pas avec des CRS, si vous voulez. Bon. Donc, on va cheminer. Monsieur Gallois s'était engagé à l'époque avant 2001, alors, à rendre possible la réalisation d'un jardin.
Il n'y avait pas de surface et dans l'esprit de la SNCF à l'époque et pendant longtemps encore, l'entreprise Tafanel, l'exploitation ferroviaire du site de la Cour du Maroc devait perdurer. Et nous, SNCF, notre grande ambition dans ce projet, c'était de montrer qu'il y avait la possibilité de conserver de l'activité ferroviaire industrielle dans un site urbain dense et le rendre acceptable dans la ville, d'où l'idée de la réalisation du jardin. Donc la SNCF était favorable à ça. Simplement, ce qu'on a constaté dans ces premières réunions de concertation, c'est que on a considéré, certainement à tort, que la présence de Tafanel était le véritable problème de ce quartier. Et donc tout s'est cristallisé autour de Tafanel, notamment certaines associations comme Garopollution qui voyaient vraiment Tafanel comme le diable pour ce quartier, alors que c'était certainement pas ça l'enjeu, au contraire, c'était l'insertion de Tafanel qui était le vrai sujet, et non pas l'éviction de Tafanel. En plein mois d'août, la SNCF dépose un permis de construire pour l'entrepôt de 8000 m². En revenant de vacances, c'était un petit peu la folie parce qu'on a appris, en consultant les documents officiels, que ce permis de construire était effectivement à l'instruction et que les maires concernés avaient donné leur accord favorable. Je me disais, il vaut mieux des jardins que pas de jardin du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a été difficile de faire passer en concertation l'extension de Tafanel. Sauf que c'était une des conditions pour que la SNCF vende. Donc moi si on veut que la SNCF vende, il faut accepter Tafanel, donc des jardins un peu moins grands, et des associations nous disaient, pas de Tafanel, on n'aime pas Tafanel, ça fait du boucan, et donc faut que des jardins. Et oui, a-t-il dit de vous, moi j'étais pour 7 hectares. Donc bien sûr que je préfère les 4 hectares d'aujourd'hui. Je suis dans l'état d'esprit du compromis, parce que j'ai mieux des jardins moins grands qui avancent que des jardins fantasmatiques plus grands qui ne seront que des fantasmes. Voilà. On veut réaliser quand on est maire d'un arrondissement. Réaliser. Pour nous, ça n'était pas du tout vécu comme un coup de force. La SNCF avait un accord, avait déposé ce permis, l'a obtenu, il n'y a pas eu de... Et elle était dans sa tête, elle était dans ses emprises. On n'avait pas du tout l'idée de quitter la Cour du Maroc à cette époque-là. C'était une des meilleures cours de fret de Paris, très bien embranchée. La direction du fret, notamment, ne voyait pas pourquoi on devait se mettre dans cette situation-là. Au départ, les interlocuteurs qu'on a de la SNCF se disent, bon, parce qu'ils ont leurs habitudes, ils font chauffer leur locomotive diesel à cet endroit-là, ça a toujours été comme ça depuis plusieurs années, bon, on va pas aller chercher un autre endroit, parce qu'évidemment, comme les autres collectivités vont nous dire la même chose, ça va être... Donc au début, on va tout faire pour essayer de rester là, quoi, voilà. Vous diriez que c'était un enjeu symbolique ? Oui, déjà, c'était un enjeu symbolique. Déjà, c'était un enjeu symbolique. Mais c'est surtout que si on voulait reconquérir des marchés fret, il ne fallait pas commencer à lâcher des trucs qui marchaient. Personnellement, je crois qu'il faut garder et donner toute sa chance au fret ferroviaire. Il faut qu'il soit compétitif. Il traverse une crise difficile. Les recettes sont loin d'équilibrer les dépenses. Donc je trouve qu'il faut se battre. Parce que si on ne se bat pas sur un petit marché, je veux dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Enfin, pardon d'enfiler des banalités. Mais c'est pas complètement faux. Enfin, je veux dire que je crois que il faut se battre sur les principes. Quelquefois accuser la SNCF de le faire un peu trop. Là, en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai essayé de chercher une position de conciliation. Je trouve que la position de la SNCF n'était pas complètement et totalement infondée. Le développement durable, c'est sûr, c'est les espaces verts, mais c'est pas que les espaces verts, c'est aussi la marchandise en ville, dans des conditions qui bloquent pas le périphérique et qui font pas de pollution, enfin qui en font beaucoup moins. Il faut, c'est Vaillant qui le disait d'ailleurs, de faire en sorte que les quartiers périphériques soient les coulisses de la ville lumière. On repousse toujours un petit peu plus loin les espaces servants de la ville. On va en première couronne, bientôt on ira en deuxième couronne pour faire ces espaces servants. Il faut avoir une politique qui vise à maintenir ces espaces servants de la ville au centre de la ville.
Entre-temps, nous continuons bien sûr nos manifestations festives. Et le grand plan de la SNCF avec le PC, il était bien évidemment affiché. Ah non, c'est scandaleux, on ne peut pas accepter ça. Ben non, on est déjà en discussion. On a rejeté ce projet. Il faut qu'il trouve une autre solution. Et en 12 mois, les services entre la SNCF, l'atelier parisien d'urbanisme, les élus, les services techniques de la ville, tout ça, ça s'est mis en route. Les habitants ne veulent pas de cet entrepôt. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, j'ai dit, et on peut avoir et Tafanel et les jardins. On avait même eu l'idée avec Daniel Markovitch de faire que Tafanel, l'extension de Tafanel serait enfouie et qu'au-dessus, on aurait du vert, des terrains de sport notamment, ou de tennis pour les jeunes du quartier. Et on a trouvé le compromis. Je connais bien ce compromis, puisque c'est moi qui l'ai inventé, entre guillemets, qui consistait à dire Tafanel vient, mais un jour il partira. Donc, nous allons créer ce qu'on a appelé un mastaba, une espèce de coffre sous le jardin, qui serait un jour transformable en équipement public. La solution spatiale qui a été trouvée, elle a été trouvée plutôt par la pure, à l'atelier parisien d'urbanisme. À un moment, il y a eu un blocage, c'est-à-dire que la SNCF a dit il est hors des questions que je libère tout. Et donc on a eu cette idée de dire on va faire les deux, c'est-à-dire on va superposer des terrains de sport qui manquaient dans le secteur avec les entrepôts. Je suis allé voir Keller, on en a discuté. Et ils ont dit, nous on n'est pas des jusqu'au boutistes, on préfère ça plutôt que rien, parce qu'ils ont bien compris que s'ils étaient restés sur la position on veut tout, c'était le blocage, et puis le propre de la SNCF, c'est que c'est une vieille dame qui a le temps devant elle. Hein. L'Association des Jardins d'Éole était d'accord pour accepter le compromis, puisqu'on nous avait dit, si vous n'acceptez pas la mise en sous-sol de l'extension de cette société qui amenait ces camions en sous-sol, on n'aura rien. Alors nous, on a été à la limite jusqu'au boutiste. On a dit on veut bien. D'ailleurs, on nous a beaucoup critiqué. On a dit on ne veut pas, en tant que gare aux pollutions, je ne peux pas accepter cela. C'était quand même totalement anachronique de voir des pollutions sous un jardin où les enfants allaient faire du sport avec les fumées des camions qui ressortent par les bouches d'aération. C'était complètement... je trouve ça ridicule d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que l'association des Jardins d'Éole n'ait pas joué le jusqu'au boutisme là-dessus, alors qu'on ne pouvait pas accepter un compromis à ce niveau-là. Je me souviens que, par exemple, M. Duflot campait sur une position qui était extrêmement tranchée, et que moi j'interprétais comme étant un peu jusqu'au boutiste, quoi. Bon. Et le rôle d'un élu, vous savez, c'est de trouver aussi des compromis à un moment donné. Alors là, ça s'est, je dirais, un peu miraculeusement terminé, parce que finalement, il y a eu le pacte sans l'extension. Mais à un moment donné, vous êtes obligé de vous poser de la question, qu'est-ce qui vaut mieux ? Avoir une friche pendant encore 10 ans, ou avoir un parc avec une activité en dessous ? Même si cette activité, c'est pas la solution idéale à laquelle on pourrait penser spontanément. Ça a bougé en 2001. Delanoë a repris l'idée et a mandaté son adjoint, Jean-Pierre Caffé, pour acheter les terrains pour y faire des jardins. Quand on regarde bien, Lionel Jospin a été élu dans le 18e. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur à l'époque, était aussi un élu du 18e. Bertrand Delanoë, élu du 18e. C'est vrai que lorsqu'on a 3 élus qui ont porté le projet localement pendant des années, à des postes importants de responsabilité, ça ouvre des portes, incontestablement. Quand tout le monde est d'accord au plan, je dirais, des différents échelons de l'État pour faire quelque chose,
incontestablement, on gagne du temps. C'est une conjonction de circonstances hautement improbable d'une certaine manière. L'État, la région, la ville. Je ne dis pas qu'on n'y serait pas arrivé, mais c'est vrai qu'on a eu une fenêtre de tir, 2001-2002, dans laquelle on a mis le paquet, oui. Oui, il fallait aller vite. Au moment de la municipalité de M. Tibéri, comment ça se passait par rapport à ce projet? C'était pas un projet prioritaire pour lui, je pense. Hein. C'est vrai que moi, à l'époque, j'ai jamais eu de pression pour faire sortir le dossier. Par contre, dès que la nouvelle municipalité est arrivée, que Jean-Pierre Caffé a pris personnellement, il s'est énormément impliqué personnellement dans cette affaire. Hein. C'est clair que là, il fallait que ça sorte. Hein. Là, vous aviez de la pression? Très clairement, très clairement. Pour tout vous dire, en 2003, j'étais en mission à Séoul et on m'avait fait promettre d'être à une réunion publique qui était une réunion avec les associations très difficile. Et il se trouve qu'il n'y avait plus de vol vers la France parce qu'il y avait une grève des aiguilleurs du ciel. J'ai dû atterrir en Allemagne et dans la nuit, louer une voiture de location, rentrer à Paris pour être à la réunion le lendemain matin. Donc si ça s'appelle pas de la pression... Il faut se souvenir de ce qu'est, d'ailleurs encore, ce quartier. Donc c'était un quartier où il y avait vraiment, la drogue à ciel ouvert. Et puis la prostitution, il y avait un bâti extrêmement dégradé. Il y a 10 ans en arrière, j'ai vu dans les courées courir des gosses pratiquement nus au milieu des rats. On a complètement oublié ça, mais c'était ça ce quartier. Et bien, d'imposer ça, de dire voilà, vous allez faire cet aménagement, ils y ont le droit, c'est quand même pas quelque chose de donné. C'est quand même un choix extrêmement fort. Il y a des gestes comme ça qui ne sont pas évidents du tout sur le plan municipal, comme par exemple de créer une piscine à Belleville. C'est pas évident. Vraiment pas évident. Pourquoi? Parce que on est dans un monde où l'argent va toujours au même quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est tout à fait vrai quand même. C'est tout à fait vrai. Est-ce que derrière la préoccupation sociale, il n'y a pas aussi une vision de l'intérêt économique de la ville de Paris? Oui, mais ça, c'est, je dirais, une échelle plus large. Cet endroit qui est un site à la confluence de l'autoroute A1, pas loin de Roissy, le boulevard périphérique, le TGV Nord, maintenant le TGV Est, tout ça arrive dans un site qui est indigne de l'image qu'on aimerait donner de Paris. Cours du Maroc, le 104, Curial-Cambrai, Pajol, ce sont des éléments vraiment... plus la ZAC Claude Bernard qui vient d'être lancée, stratégique de requalification de tout un territoire qui même déborde Paris. C'est la Pure qui avait proposé de mettre le Stade de France là où il est, et c'était également dans ses objectifs de requalifier tout le nord-est de Paris. Donc on est vraiment sur une vision stratégique qui se déroule sur 50 ans. La Cour du Maroc, c'est un des pions de cette stratégie de reconquête de tout ce territoire. Très concrètement, quand nous voulons acheter un terrain, nous nous adressons évidemment d'abord au gestionnaire du lieu. Le gestionnaire, c'est la SNCF. Mais le propriétaire, en l'occurrence, ne semblait pas être la SNCF, mais RFF. Le vrai problème qu'a eu la SNCF, c'est qu'elle a découvert qu'elle n'était peut-être pas propriétaire de l'emprise. En fait, on ne savait pas qui était propriétaire de ce terrain. Parce que RFF a été créé en 1997. De par la loi qu'il a créée, est devenu propriétaire d'un certain nombre de terrains, mais plutôt par un descriptif et sans un inventaire précis. Et tant que l'inventaire précis n'était pas fait et tant que notre propriété n'était pas reconnue, la SNCF se considérait comme encore propriétaire. En septembre 2002, nous avons été reconnus propriétaires. Et donc à ce moment-là, nous sommes entrés dans le dossier dans l'état où il était à ce moment-là. Et donc au bout du compte, c'est à RFF que nous avons acheté ces terrains. Mais là encore, il
il a fallu qu'on négocie le prix. Or, nous n'étions pas d'accord. Il y avait des questions de prix qui avaient déjà été évoquées, avec des discussions d'ailleurs assez tendues entre la SNCF et la ville de Paris. La SNCF considérant que c'était un terrain propice à du développement d'activités, et la ville de Paris disant, comme je veux faire un espace vert, ça ne vaut pas le prix d'un terrain constructible. Et la SNCF disant, oui, mais c'est vous qui décidez que ça ne sera pas un terrain constructible. Moi, je considère que ça doit valoir le prix d'un terrain constructible. Ça, c'est encore un autre volet, c'est-à-dire la négociation foncière avec les propriétaires. Combien ils nous vendent ça? Bon, et... Ça, c'était quelque chose de sensible. Bah oui, comme toute négociation foncière, hein, c'est-à-dire que vous avez l'acheteur qui veut payer le moins possible et le vendeur qui veut obtenir le plus possible. Comment? Ça s'est tranché par un bon compromis, honnêtement. Pour la ville, j'entends. Pour la ville. Oui. Je me souviens d'une réunion où on a conclu comme ça en disant, écoutez, nous pensons ça, vous pensez ça, on propose de conclure à la moyenne, et on a conclu au prix moyen entre nos deux estimations, mais qui était beaucoup moins contrasté que le prix que défendait la SNCF avant. Il s'est vendu combien ce terrain, finalement? Il s'est vendu combien? Alors, de mémoire, 23,5 millions d'euros. Le petit problème qu'on a eu, c'est que Taffanel est venu me voir un jour, le préfet m'a appelé, le nouveau préfet, Landrieux, m'a appelé en disant, voilà, Taffanel ne veut plus s'étendre à la cour du Maroc. À quelle date, ça? Oh, ça devait être en 2002, 2003. 2003. Alors, je me suis battu. On a monté des réunions de concertation, on a fait accepter le principe de l'extension de Taffanel, et maintenant c'est Taffanel qui s'en va et qui ne veut plus revenir. Ils sont d'ailleurs venus me voir ici, père et fils, pour dire nous resterons à Chapelle Internationale, donc on ne vient plus. Je dis écoutez, vous êtes gentil, mais moi ça fait des années que je galère pour vous faire admettre, et puis maintenant vous me dites que vous vous barrez, qu'en gros. Alors on est désolé, mais finalement on préfère que nos vides soient évacués par Chapelle Internationale, qui nous pose moins de problèmes, plutôt que de s'installer ici. Et donc on a fait en sorte que Taffanel n'étant plus là, on ait quand même le même aspect presque, puisque en dessous, il n'y a plus les hangars Taffanel, il y a de la terre tout simplement, qu'on a amené de l'extérieur, et on a toujours quand même cette butte. Donc on a gardé le même projet, sauf qu'au lieu d'avoir Taffanel enfoui, on a tout simplement maintenant une vraie butte de terre. La ville a été contrainte de racheter les 4000 derniers mètres carrés et est devenue ainsi propriétaire de la totalité du terrain, pour en faire un grand jardin de 40 000 m² sans entrepôt. Voilà, donc, bon, ça a été une espèce de foisonnement, je dois dire assez compliqué, mais c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Pourquoi? Ben parce que c'était compliqué, qu'on n'était pas sûr d'y arriver, qu'il y avait des complications politiques, parce que tout le monde ne voyait pas les choses de la même manière, bon, et qu'en plus il y avait des complicités techniques absolument invraisemblables. Un concours européen a donc été lancé, 48 candidats se sont présentés, 6 seulement ont été retenus. Ces 6 projets sont donc passés en commission et un jury a délibéré au bout de 4 heures et a retenu le projet de M. Michel Corajou et de M. Georges Descombes.
Lors des manifestations festives, nous avons interrogé les habitants en leur proposant un questionnaire, à savoir ce qu'ils aimeraient bien avoir dans le parc. Et ce document est apparu dans les documents du concours, ce qui fait que les 6 candidats retenus ont pu travailler avec les idées des habitants. Ils voulaient un jardin où on pouvait aller partout, quoi. Avec sa famille, jouer du ballon, faire du vélo, jouer avec l'eau, faire de la musique, faire des pique-niques comme nous les faisions depuis longtemps. C'est le candidat élu qui a le mieux repris les désirs et les souhaits des habitants. Ce que nous voulions, c'était que ce lieu qui avait été l'objet d'un combat très, très fort pour obtenir ce jardin, il ne fallait pas qu'à la fin, une fois qu'on ait fini notre aménagement, les gens ne reconnaissent rien de ce qui avait été le lieu de leur revendication. Au fond, c'était essayer d'échapper à cette sorte de phrase terrible qui est « dégage, j'aménage », non ? On l'a fait ordinaire, ce parc, j'espère. C'est pas un parc spectaculaire, enfin on peut discuter, mais en tout cas nous on a cherché un usage social du parc qui est jamais une démission sur la forme, mais c'est la forme qui soutient la vie, quoi. On peut penser que ce parc, quand on le voit en première instance, il a une extrême rigueur. Il a une simplicité rigoureuse, voilà comment on pourrait le qualifier. Et il est contraire à une image pittoresque qu'on pourrait avoir d'un jardin. Mais ce que nous on voudrait, c'est que le pittoresque, c'est les jupes des femmes, les t-shirts des garçons, les jupes des enfants. C'est la couleur, etc. La joie doit être amenée par le public, pas par le projet lui-même qui ferait le mime de ça. Les lignes de chemin de fer étaient toutes parallèles dans ce sens-là et créaient des strates comme ça, comme on voit ici. On voit l'idée des grandes longueurs, non, de toutes ces grandes lignes, qui sont la caractéristique première du site. On n'a jamais perdu les 400 mètres. On les a toujours gardés avec nous. Cette idée qu'on profite, au fond, qu'est-ce qu'on peut offrir à un public avant toute autre chose, c'est lui donner l'idée qu'il est dans un espace plus grand qu'un réel. On a dessiné sur un plan l'ombre portée de tous les arbres pour voir quelle est la façon dont l'ombre balaye dans la journée. C'est ça les préoccupations du travail sur l'espace public. C'est toujours être tendu derrière l'idée du confort. Qu'est-ce qu'on peut amener comme confort? Et cette répartition de la lumière, de l'ombre et de la lumière est très importante. Et là, on a un exemple. Vous voyez, vous êtes sur un banc, vous avez en face de vous une scénographie paysagère importante. On va avoir un jardin de graminées qui va être en face. On est face au soleil et un arbre apporte de l'ombre. Pour nous, une table, voyez-vous, c'est vraiment, peut-être pour moi, ce que peut être l'architecture, pour expliquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très défini, précis, mais qui s'arrête. On ne dessine pas ce qui sera sur la table. Je crois que s'il y avait une des objets qui est le plus symbolique du parc, on vous offre une table pour le quartier. On l'avait vu avant, les tables. Les gens avaient l'habitude de mettre des tables, de descendre avec des tables et de faire des repas collectifs. Donc on a simplement, nous, prolongé cette action. Les associations ont porté ce dossier, obligeant les politiques à se positionner. Les associations participent au jury qui sélectionne le lauréat du concours pour aménager le terrain. On a un processus de suivi en permanence. On a beaucoup de réunions de concertation sur tous les sujets. Il y a même une fois le jardin ouvert, un comité de suivi dans lequel on retrouve les associations. Donc je trouve que c'est un très bon exemple, très belle illustration de ce que peut être la responsabilité des politiques qui, in fine, doivent choisir, tout en associant en permanence, évidemment, les représentants de la population locale dans ses différentes composantes. Donc c'est un bel exercice, effectivement, de démocratie participative
Ce qui ne veut pas dire qu'on élimine ou on oublie nos responsabilités propres. Ils étaient obligés de nous communiquer les informations parce qu'on avait une capacité de diffusion de l'information dans notre quartier qui était extrêmement rapide. Dès que quelque chose n'était pas, pas favorable à l'avancée du dossier, ils savaient très bien qu'on allait, dans les jours ou les moments qui suivent, réagir. Et ils faisaient très très attention à ce que le dossier avance favorablement, quoi. Ils avaient envie que ça aboutisse. Ils avaient vraiment envie que ça se fasse. Donc, ils n'étaient pas pesants, ils étaient extrêmement mobilisés et extrêmement exigeants. Bon. Mais moi, ce que je reconnais à M. Keller, si vous voulez, c'est que à un moment donné, il est capable de dire il faut qu'on avance. Je travaille dans une toute petite entreprise. Je vends des produits dans l'industrie tous les jours, au téléphone, sur la route, chez mes clients. Je sais pousser la porte et je sais mettre le pied pour qu'elle ne se ferme pas, en fait, dans mon jargon commercial. Et j'ai repris avec les membres de mon CA, je leur ai passé cette fièvre qu'il fallait y aller ensemble, tout seul. C'est évidemment, j'y serais pas arrivé. Mais j'ai vendu le projet, on l'a vendu ensemble aux habitants. Et on l'a vendu aux politiques. Ça marche, hein? Ah bah oui. Bon, nous allons continuer à faire nos 32 hectares d'espace vert, dont ceci dans les quartiers populaires. Oui, j'assume que le service public de qualité, logement, crèche, halte-garderie, activités économiques, culture, école de la deuxième chance, c'est d'abord dans les quartiers qui n'ont rien eu pendant des décennies, comme le 18e et le 19e arrondissement. Ma joie est immense d'inaugurer avec le maire de Paris, Daniel Vaillant, et beaucoup d'autres élus et habitants de ces quartiers, ce jardin, dans ces quartiers populaires, laissés à l'abandon pendant des décennies. Quartier qui avait été laissé à l'état de pourrissement où rien ne se passait. Je pense que c'est une grande satisfaction, et même si certains pensent que c'est du luxe, ce n'est pas du luxe. Un quartier équilibré, c'est du logement social, du logement, des équipements et aussi des jardins. Nous avons comme slogan que la région Île-de-France devienne la première éco-région d'Europe. Alors, mettre du vert et du vrai vert partout, et en particulier là où c'est ingrat, où c'est bétonné. Dans quel sens? La verdure, la couleur. Oui, bien sûr. Non, dans le sens des jardins. Écoutez, tout le monde s'y retrouvera. Hein. On espère s'y retrouver dans les jours qui viennent d'ailleurs. On se sent en responsabilité de faciliter la prise en compte de l'environnement partout, toujours, comme une donnée indispensable de nos politiques. Ce ne fut pas une mince affaire, à en croire les réactions amusées des autorités municipales de l'époque. Au jardin des Halles, c'est du vent, monsieur le député, me disait-on, pour repousser avec ironie ce projet. Mais une des caractéristiques du vent, vous en conviendrez, c'est que non seulement il souffle, mais surtout, il tourne. Bonne chance au Jardin des Halles, j'ai envie de dire bon vent au Jardin des Halles. Monsieur Bourlon. Je connais. Ils sont des noirs hier. Ah, ils ont deviné. L'Esplanade Maroc, donc qui est l'esplanade ouverte 24 heures sur 24, que nous, associations et habitants, nous souhaitions absolument avoir, que cet espace-là reste ouvert. On a l'habitude des parcs parisiens qui ferment aux horaires parcs jardins. C'est cette partie-là. Toute cette partie-là, jusqu'au gris, là. On va aller voir les gens de la régie. Président de l'association des jardins des Halles. Voilà. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Ça va, c'est le grand jour. Bah, au bout de 15 ans quand même. Hein. Donc 15 ans c'est l'aboutissement de 15 ans de militantisme et de combat avec les habitants du quartier, voilà, avec tout le monde. On est content. Monsieur Vaillant nous a dit qu'en fait depuis le départ c'est son idée ce parc.
Oui, bon, disons qu'il avait oublié un petit peu quand même. Au départ, c'était peut-être son idée, mais on a quand même dû forcer un peu la chose pour qu'elle remonte un petit peu à la surface. Non, vas-y. Non, c'est bon. Oui. Raphaël, viens. Rentre à la maison. Oh,